Docteur Chal, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans votre service d'urgence pédiatrique? Le bloc mobile, la centrale, les masques double enveloppe sont utilisés? Alors le bloc mobile, effectivement, c'était une question, parce qu'il est lourd, en fait, compliqué à déplacer, qu'effectivement, le Méopa, il se fait c'est pas en fait, on n'installe pas l'enfant dans une salle de Méopa, en fait, c'est plutôt nous qu'allons, en fonction du type de soins qu'on va faire, en fait, choisir, qu'est-ce qu'on met comme antalgie, en face et on a finalement décidé, devant la lourdeur et la complexité, aussi de cette machine, de la laisser que dans une seule pièce, qui était plutôt sur une pièce, sur le côté, traumatologie. Avec, les masques à double enveloppe, en fait, il y a eu des problèmes techniques, c'est lourd, les montages, ils sont complexes. Donc finalement, les équipes se sont pas, accaparées et continuent encore à s'exposer. On a des prises Sega depuis, très rapidement après 2015, hein, toutes nos salles ont été équipées en prise Sega, kit ballon, valve à la demande. On arrive en fait à baisser un petit peu maintenant les âges, en fait, en dessous de 5 ans, avec la valve à la demande. Voilà, mais là, c'est assez complexe quand même et assez lourd, l'utilisation de la centrale. Donc, 10 ans, 2015-2025, c'est du ouais, temps long, hein. oui, tout à fait. Donc il y a des choses qui ont bougé, hein, mais effectivement, voilà, là, il faut que tout le monde en ait conscience, en fait, et puis qu'on retrouve le juste soin. Docteur Henbel, Caroline Blanc, le temps long, oui, aussi à Paris, aussi chez vous. Alors nous, Oui. oui, mettre en place la solution, l'installation du dispositif, ça nécessite encore du travail parce que ça a été de la formation, mais il y a du contrôle de l'exposition et puis de l'organisation des soins parce que ça a quand même modifié notre organisation. La semaine dernière encore, on était en train d'ajuster nos plannings de façon à ce que nos professionnels ne soient pas toute la journée, conformément aux préconisations du service de santé au travail, toute la journée sur des séances avec Méopa. Alors, oui, Madame Non, Blanc, non, vous je voulais vouliez simplement rajouter dire que quelque comme chose? tout Bien. projet un peu d'envergure, voilà, il y a le point de départ, la mise en place des choses, et après il y a nécessairement le temps long où on ajuste et avant d'être en routine. Mais on quoi. avance. Mais on avance, ça c'est Les indéniable. questions du chat, alors n'hésitez pas à en poser encore, je les vois s'afficher au fur et à mesure. Une question de Marie-Aline Léric pour Éric Jean et Emmanuel Jouve. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour faire intervenir la CARSAT dans un CHU afin de nous aider dans cette démarche, par exemple? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Non. En fait, l'idée, c'est de prendre contact avec la personne en charge effectivement de l'établissement au sein de la CARSAT. Enfin, en tout cas, pour la région Bretagne, c'est comme ça que l'on procède manifestement pour la région parisienne de la même manière, si je me réfère effectivement à votre témoignage. Non, non, je pense qu'il il s'agit de nous contacter et puis après, en fonction des disponibilités et des compétences effectivement internes à chacune des caisses, ils seront en capacité ou pas de vous répondre, mais normalement, oui, les compétences, elles sont là, elles sont présentes. Question de Nathalie Probel. Y a-t-il possibilité de collaboration entre la Fédération publique hospitalière et les CARSAT? De la même manière, oui, 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 oui. Notre objectif partagé, commun, c'est bien effectivement de faire bouger les lignes et de faire avancer effectivement la prévention et de protéger les soignants. C'est ça notre objectif également, enfin, parmi l'ensemble des tâches que nous avons effectivement à accomplir. Donc, oui, après, ça va être des questions effectivement de disponibilité. C'est pas toujours, on n'est pas toujours très à répondre immédiatement. Mais oui, oui, ça peut se faire. Question de Pascal Jean. Comment la direction de l'hôpital a accepté l'intervention de la CARSAT au sein des urgences, prise en charge financière, quand existe un service de prévention des risques professionnels? Alors, en fait, nous sommes financés par le Fonds national de prévention des risques professionnels et donc nos interventions ne sont pas payantes. Elles sont couvertes effectivement par les cotisations accidents du travail, maladie professionnelle. Donc, il y a pas de, on ne paye pas nos interventions. On intervient au service effectivement des entreprises. Alors, puisqu'on parle du nerf de la guerre et de l'argent, est-ce que les CARSAT participent financièrement aux investissements qui sont nécessaires, hein? On l'a vu dans les établissements de soins. Et d'ailleurs, petite question subsidiaire, ça coûte combien ces installations qui permettent d'administrer au mieux le Méopa? Sur le coût des installations, tu veux peut-être. Oui, ça a été évoqué Ouais, tout à par l'heure. Madame Blanc, oui. Oui, par Madame Blanc. Après, une centrale mobile, c'est à peu près 12 000 euros. Il y a des centrales
qui peuvent équiper un box ou deux. C'est un tout petit peu plus onéreux, mais c'est 1000 ou 2000 euros de plus. Et après, il y a tous les masques, les raccords. Un masque à double enveloppe, c'est à peu près 300-400 euros. Les coupleurs, entre 250 et 500 euros en fonction du type de coupleur. Voilà, donc c'est à peu près l'ordre d'idée de prix. Après, il y a les installations centralisées vraiment pour plusieurs box qui là coûtent quelques dizaines de milliers d'euros, 30-35 000 euros ou peut-être un peu plus. Après, encore, bon, nous on n'est pas fournisseur, hein, bien évidemment, à voir après avec le fournisseur. Mais dans le cadre, par exemple, d'un chantier de construction d'un nouvel hôpital, enfin, c'est vraiment assez, je dirais presque dérisoire Il y a une aide CARSAT? comme budget. Alors peut-être pas dans la construction d'un nouvel hôpital, mais pour la mise, pas aux normes, mais la mise au mieux de ces endroits où l'on va donner le MEOPA. Est-ce qu'il y a une aide CARSAT? Sur la question effectivement des aides financières, alors ça relève de critères d'éligibilité qui sont effectivement très précises, hein, fixées effectivement selon des règles qui sont définies très, très clairement. Donc ça, moi je vous invite effectivement plutôt à aller voir le site Amélie Risque Professionnel Aide Financière. Vous y trouverez l'ensemble des critères administratifs qui permettra effectivement de pouvoir ou pas bénéficier effectivement d'aide financière dans le domaine. Question pour Caroline Blanc et le docteur Henbel également, si vous souhaitez. Question d'Isabelle Tominé. Le CHSTC, F3SCT maintenant. Voilà, ça sera plus simple, est intervenu. À quel moment? Il n'a même pas eu le temps d'intervenir en fait. On a pris les choses en main et fait des retours réguliers en instance de F3SCT pour dire où on en était. Ils ont pu assister également, je crois, ils sont venus également dans votre service en délégation. Simple. Voilà. En tout cas, les choses se sont passées calmement puisqu'ils ont, je pense, senti que les choses étaient prises en main. Et le fait qu'on fasse des retours réguliers, qu'on les inclue également, a permis que ça se passe sans difficulté. Donc il n'y a pas un moment précis d'intervention, Non, ça s'est fait au pardon, fil. pour la temporalité, Voilà, il n'y a pas eu de au temporalité fil particulière. de l'histoire. Alors, vous Oui. nous avez dit que vous avez retenu la solution des masques à double enveloppe. On a vu qu'ils étaient réutilisables, hein, pas jetables, ces masques à double enveloppe. Léna Pichard vous demande quelle solution a été retenue pour la désinfection, pour le lavage de ces masques? Alors là, c'est plutôt une question qu'il faudrait poser au service qui gère cette partie. C'est un lavage, je ne pourrais pas vous donner exactement ce qu'il en est. En tout cas, pas de stérilisation, c'est la seule chose que je peux vous... Il n'y a pas de stérilisation centrale, non, c'était la question qui suivait. Ça n'est pas possible Voilà. de stériliser ces masques, ça ne garantit Ça se fait pas dans leur le usage. service? Ça ne se fait pas dans le service directement. Il y a tout un circuit logistique qui est mis en place pour ramasser les masques, donc il faut aussi le prévoir dans son stock au moment de l'achat. Et voilà, il y a un système qui est organisé pour le lavage des masques, mais ça, je pense qu'il faudrait se rapprocher plus personnellement Bon, de la J'imagine personne en que la place. question avec quel type de laveur? Non, là, je on ne ne l'a pas non vais plus. pas pouvoir vous répondre pour le moment. C'est quand même une question qui intéresse nombre de ceux qui nous regardent aujourd'hui. Philippe Morand dit par exemple, peut-on avoir des photos et informations sur les matériels installés? Bon, pas maintenant, on l'imagine, mais comment on fait? Vous avez téléphoné à votre homologue? Nous sommes contactés régulièrement, il n'y a aucun souci, on peut me contacter, il n'y a aucun souci là-dessus, je peux transmettre les informations sans difficulté. Est-ce que votre exemple dans votre hôpital, dans votre service, est transférable et quels conseils donneriez-vous à ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui se posent peut-être la question de mettre en route une opération MEOPA? Peut-être que déjà, c'est important de le faire, d'une part pour prévenir l'exposition professionnelle, mais aussi pour continuer à bien utiliser le MEOPA, parce que ce n'est pas un plaidoyer pour arrêter son utilisation. Tout ce qu'on a mis en œuvre, certes, c'est complexe, mais c'est utile et nécessaire pour un grand nombre de nos patients déjà. Donc ça mérite vraiment d'être fait. Et puis je crois que le grand message, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment une volonté des équipes, ça a été dit par tout le monde, et une volonté institutionnelle, avec vraiment en abordant toutes les dimensions. C'est être vraiment autour de la table, je pense.
C'est ça. La majorité d'acteurs possibles autour de la table, que chacun soit impliqué à tous les niveaux. Et puis, une fois que les choses sont mises en place, pas laisser... Enfin voilà, je fais un peu le lien avec ce que vous disiez, essayer de poursuivre un petit peu les travaux pour que ça puisse perdurer dans le temps et que ce soit du matériel qu'on utilise en routine. Donc une prise de conscience, hein, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et un suivi de la direction et opérationnel, on va dire, de tous les services, tout le monde autour de la table, c'est bien ça? Et de la communication. Et de la communication. Beaucoup de Parfait. communication. Docteur Chal, alors une question qui nous a été posée ce matin, je sais que vous étiez là et vous l'avez entendue, on y a répondu en partie, et vous y êtes revenu dans votre présentation, c'est la question des douleurs chroniques. Quelqu'un ce matin, je ne sais pas si la personne est toujours derrière son écran, nous a dit que dans son établissement, le Méopa était largement utilisé et de plus en plus pour soulager les douleurs chroniques, et elle demandait aux intervenants qui étaient là ce matin, qui n'étaient pas en mesure d'y répondre complètement, ce qu'ils en pensaient. Vous, en tant que soignante, médecin, qu'en pensez-vous? Alors moi, je suis un petit peu surprise de la question, en fait, parce que pour la partie, en fait, ma partie activité au centre d'évaluation et de traitement de la douleur chronique, justement, de l'enfant, je n'utilise pas du tout le Méopa. Donc je ne sais pas, en fait, si la personne, en fait, pense que sur une maladie chronique ou une pathologie chronique, en fait, il y a des soins réguliers et des soins invasifs, c'est-à-dire qui nécessite du coup l'utilisation de Méopa, ou si le Méopa peut être utilisé à visée antalgique dans des douleurs chroniques, ce qui me paraît pas possible. C'est vraiment un médicament pour de la douleur induite principalement. Il y a quelques exceptions en fait chez les patients drépanocytaires, mais globalement c'est plutôt un médicament, je dirais, de médecine aiguë et de douleur induite. Et les recommandations quand même sur la douleur chronique sont quand même de privilégier toutes les techniques non médicamenteuses. Mais je ne sais pas si c'était pour des soins pour soulager des douleurs chroniques, des soins ponctuels, comme des injections pour vos patients pour les toxines botuliniques, etc., ou si c'était vraiment de la prise en charge de douleurs continues. C'est ça que... Et la dernière question sera pour vous, docteur Chal. On fait un pas de côté parce que c'est vrai qu'on s'est intéressé aux professionnels de santé aujourd'hui. Question d'Amélie Boutroll. Vous n'abordez pas les risques liés à une utilisation régulière pour les patients. En pédiatrie, nous avons des enfants qui viennent 3 fois par semaine pour des soins. Ils souhaitent le Méopa à chaque fois. Est-ce qu'il y a une dépendance? Qu'en pensez-vous? Alors effectivement, donc, par mon activité, je vous ai surtout fait ce retour-là. Après, c'est une vraie question. Effectivement, sur l'utilisation, l'usage, mais la question, elle se pose aussi sur le Méopa, mais sur aussi d'autres molécules en fait que le Méopa, avec des patients qui peuvent demander. Et là, on est un peu surpris. En fait, c'est le patient qui vient demander certaines molécules. Et je pense que vraiment ce qui est important, c'est en tout cas de former les équipes à la prise en charge de la douleur, mais aussi d'associer, et je resterai là-dessus aussi, sur l'associer des techniques non médicamenteuses. On ne soigne pas pourquoi répond le Méopa, de quoi l'enfant a besoin, et d'y associer d'autres choses en fait. Parce que ces demandes récurrentes, comment est-ce qu'on pourrait le soulager aussi autrement que des fois par des morphiniques ou par de l'analbufine. Enfin, on a aussi d'autres. On rencontre ces demandes aussi avec parfois d'autres molécules. Donc, c'est plus une prise en charge globale de la douleur et une formation des équipes à la douleur et pouvoir faire des réunions, des réunions de concertation pluridisciplinaires et échanger entre nous comment je peux mieux prendre en charge la douleur de cet enfant dans toutes ses composantes en fait, et pas répondre uniquement par du médicament. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Chal. Merci à Emmanuel Jouve et Éric Jean de la CARSAT Bretagne, et grand merci au docteur Henbel et à Caroline Blanc d'avoir partagé votre expérience aujourd'hui de soignant. Merci beaucoup.